Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les lectures de Yves. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolée. Mais c'était les vacances, donc comme j'ai beaucoup voyagé, j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Mais là c'est septembre, donc je suis de retour. J'aimerais vous partager un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très pertinent. Et on commence tout de suite. Donc le livre que je vais vous présenter, c'est The White Possessive Property, Power and Indigenous Sovereignty de Helen Moreton Robinson. Helen Moreton Robinson, donc c'est une professeure d'université, elle est professeure d'Indigenous Studies, elle enseigne à l'université de technologie dans le Queensland et elle dirige un institut de recherche sur les peuples aborigènes. C'est un livre qui a été publié en 2015 aux éditions University of Minnesota Press. Plus globalement, c'est un livre qui s'inscrit dans le courant des Indigenous Studies. Donc, qu'est-ce que c'est les Indigenous Studies? C'est un courant universitaire, c'est un champ de recherche académique qui analyse comment les peuples autochtones, par exemple les Native Americans, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou dans la Caraïbe, ou plus par exemple les Aborigènes ou les Maoris en Nouvelle-Zélande, se sont adaptés à l'arrivée des colons européens. En fait, comment ils évoluent dans une société où il y a eu du colonialisme de peuplement. Est-ce qu'ils ont pu s'adapter? Est-ce que leur culture a disparu? Est-ce que leurs langues ont disparu? Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un courant de recherche qui peut être qu'on peut retrouver par exemple dans les sciences sociales, par exemple en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques, en philosophie, en économie. En fait, c'est vraiment un courant qui veut vraiment analyser l'impact de la colonisation sur ces peuples-là. Et le livre de Helen Moreton Robinson, il s'inscrit dans ce courant-là, et plus précisément dans le courant des Aboriginal Studies. Donc c'est un courant universitaire qui est né en Australie et qui va étudier comment les aborigènes se sont adaptés, comment les aborigènes ont fait face à l'arrivée des Anglais au XVIIIe siècle, comment ils ont été exclus de la société coloniale, comment ils ont vu leurs terres être confisquées, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de très global. Et dans cet ouvrage, l'autrice veut montrer comment les colons britanniques se sont appropriés les ressources et les terres des aborigènes d'Australie, et comment cette appropriation foncière et économique maintient les aborigènes dans la pauvreté. Parce que les aborigènes, c'est l'un des groupes les plus pauvres d'Australie. Il y a des problèmes, encore une fois, de violence, d'obésité, de chômage, d'incarcération de masse, etc. Et ces problématiques-là, vous les retrouvez dans toutes les sociétés où il y a eu du colonialisme de peuplement. Et c'est en ça que son livre il est hyper important. C'est-à-dire que vous allez au Canada, par exemple, les habitants des Premières Nations n'ont pas les mêmes chances que les descendants de colons britanniques et des colons français, par exemple, les Québécois. Donc, ils sont toujours en bas de l'échelle sociale. Vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Les Maoris n'ont pas forcément les mêmes chances que les Zélandais blancs, par exemple. De même titre que les Native Americans euh, en Amérique aussi, enfin aux États-Unis aussi. Ils ont vraiment des problèmes structurels dans cette communauté-là. Et encore une fois, donc le but de cet ouvrage, c'est d'analyser comment on les maintient en situation de pauvreté. Ça sera en gros, globalement, les politiques publiques d'asservissement en fait des autochtones pour capter leurs ressources et pour capter leurs richesses. C'est un peu ça l'objectif de ce livre. Et de même que l'autrice, elle va aussi euh, démontrer les mythes fondateurs de l'identité australienne. Par exemple, en 1788, quand les Britanniques sont arrivés, par l'intermédiaire de James Cook, donc c'est l'un des explorateurs qui a découvert entre guillemets l'Australie. Lorsqu'il arrive, il agit au nom de la couronne britannique, bien évidemment, et il déclare que lorsqu'il arrive en Australie, c'est un territoire qui est inhabité, ce qui est bien évidemment faux parce qu'il y a des aborigènes, il y a des textes qui le prouvent, voilà, il y a même de la donnée historique, etc. Et que les aborigènes sont à l'état de nature, donc en gros sont des sauvages. Euh, et elle va détruire le mythe de Terra Nullius qui affirme que l'Australie était un territoire vierge alors que pas du tout, ou même on va apprendre que
l'Australie moderne, à partir des années 60, mène une politique d'immigration massivement blanche, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre les aborigènes en situation de minorité démographique, donc on fait venir euh, des British, on fait venir des Américains, on fait venir des Néo-Zélandais, on fait venir des Canadiens, en fait on fait venir n'importe quel migrant blanc pour que les aborigènes soient minoritaires. Et je fais ce parallèle-là, si vous avez suivi l'actualité il n'y a pas longtemps cet été, c'est à peu près la même chose qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les Kanaks ont vu que en voulant modifier le corps électoral, ils allaient être minoritaires, sachant qu'ils sont déjà minoritaires et n'ont pas le pouvoir économique, mais que là, c'était entre guillemets fini pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations, un couvre-feu à Nouméa, et c'est encore le cas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est global, en fait. Comment l'oppression blanche, pardonnez-moi, euh, voilà, maintient les aborigènes ou même les peuples non blancs dans la pauvreté, dans la domination, et cela provoque des conflits très importants. Et par exemple, tout au long de l'ouvrage, voilà, il y a plusieurs chapitres, elle va analyser les trajectoires sociales de l'aborigène. Par exemple, dans le monde du travail, elle va expliquer qu'il y a du racisme envers les aborigènes qui sont vus comme incompétents, qu'on les exclut des hauts postes à responsabilité, que voilà, les collègues peuvent tenir des propos racistes à côté, enfin, vis-à-vis de toi, à côté de toi, et elles ne sont en aucun cas sanctionnées, que la hiérarchie qui bien évidemment qui est blanche va soutenir la collègue blanche qui tient des propos racistes au détriment de la victime qui est aborigène. Pareil pour les ressources économiques. Ce qui m'a aussi marqué dans ce livre, c'est le concept qu'elle développe, donc, qui est un concept innovateur. C'est un concept que moi, j'avais jamais remarqué auparavant dans les travaux de chercheurs français. Après, peut-être que ce concept, il va être décrit sous la forme d'un autre nom, mais elle développe un concept qui est hyper intéressant, vraiment, c'est Patriarchal White Sovereignty. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va décortiquer ce thème ensemble parce que moi aussi quand j'ai vu ce thème, j'ai pas très bien compris parce que elle ne définit pas dès les premières pages de son ouvrage, par exemple dans l'introduction ou même dans les premiers chapitres. Non, c'est vraiment à la fin qu'elle précise sa pensée, etc. Donc Patriarchal White Sovereignty, qu'est-ce que ça veut dire? Patriarcat, donc le pouvoir politique, économique, culturel est assuré par des hommes. White, des hommes blancs. Sovereignty, donc souveraineté, ça peut être la souveraineté au nom d'un État ou d'une couronne, d'un royaume. Et si vous regardez l'histoire, par exemple, des explorateurs, donc ça peut être James Cook, Savonnière de Brazza, Christophe Colomb et ainsi de suite. Donc ce sont des hommes blancs qui agissent au nom d'une couronne ou d'un royaume et qui s'en vont au-delà des frontières de, de là où ils habitent, étendent la souveraineté du royaume et de l'État en s'appropriant des terres. Et comment ils s'approprient les terres? Par des actes, des traités amicaux, des traités fonciers, des traités d'appropriation qui sont fallacieux, bien évidemment, parce que les peuples auxquels ils font face, ils n'ont pas la même conception de la souveraineté que eux qui sont européens. Euh, et Helen Morton Robinson donc, définit la patriarchal white sovereignty comme un régime de pouvoir, un contrat racialisé et de genre. Donc, vous avez une dimension raciale par la couleur de peau, white, et patriarchal, homme. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un concept que elle a eu en lisant les travaux de Michel Foucault et en critiquant ces travaux-là. Et c'est vraiment intéressant, encore une fois, parce que ce concept-là, vous pouvez l'étendre, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez l'étendre, par exemple, lors du conflit israélo-palestinien, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment voilà, toujours euh, comment dire, le même schéma, la même construction lorsque vous analysez le colonialisme européen à partir du 15e siècle. Voilà, moi je prends comme référence 1472, donc découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et elle nous donne les moyens de comprendre comment ce régime de pouvoir, comment cette logique
capitaliste qui va s'approprier des terres qui ne leur appartiennent pas, met bah, en péril la société précoloniale, déstabilise tout. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que on va détruire la société où on arrive et on va créer une nouvelle société par-dessus, mais pas une société dans laquelle on a le consentement des peuples, voilà, mais au contraire, on n'a pas leur consentement, on va s'approprier leur souveraineté, et dans l'ouvrage, elle va donner des détails, des récits entre les peuples autochtones et l'équipage de James Cook, où ils n'ont pas du tout la même euh, vision, référence de la souveraineté, que parfois, bah, oui, les autochtones ne comprennent pas pourquoi ils s'approprient ces terres, pourquoi ils les mettent dans des réserves, pourquoi ils ont plus la liberté de mouvement, la liberté de chasser, de pêcher, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une dimension moderne dans l'ouvrage, c'est-à-dire que elle ne parle pas que, par exemple, au XVIIIe siècle. Non, elle va donner des exemples contemporains avec des ministres, des premiers ministres, pardon, euh, euh, actuels de l'Australie contemporaine. Elle va démontrer comment les élites politiques vont s'inscrire dans la démarche de James Cook et vont continuer à s'approprier, à capter les ressources et les terres des aborigènes. Elle va démontrer que l'État colonial australien s'est approprié les terres et que bah, les autochtones n'ont plus le droit d'exploiter leurs terres, que leurs titres de propriété sont caducs et que le droit des autochtones australiens ne prévaut plus, parce que maintenant il y a un droit qui est britannique, qui va organiser la société, et que c'est comme ça et pas autrement. Et et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que bien que les peuples aborigènes d'Australie bah, n'ont pas les mêmes armes égales pour se battre, ils continuent à lutter contre l'appropriation des terres et des richesses par le droit. Et donc c'est le droit britannique. Ils vont lutter, ils vont manifester, ils vont prouver que ils sont chez eux, que ces terres appartiennent à leurs ancêtres. Et c'est vraiment très intéressant parce que euh, la présence d'autochtones australiens montre bien que l'État d'Australie moderne est un État colonial, est un État qui n'a aucune légitimité. Et c'est ce qu'elle montre dans ce livre. C'est-à-dire que la souveraineté des peuples autochtones a été déniée, donc en fait refusée, a été méprisée. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Après, pour donner mon avis sur ce livre, voilà, c'est un livre que j'ai apprécié, que j'ai aimé. C'est un livre qui m'a permis de comprendre les logiques de la domination et du colonialisme européen. Après, voilà, c'est pas un ouvrage pardon, que j'ai l'habitude de lire, parce que c'est un ouvrage en anglais et c'est un ouvrage qui traite l'Australie. Voilà. Nous, en France, on va plutôt lire bah, des ouvrages qui traitent, par exemple, des dom-toms, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de l'Afrique, parce que la France a son propre agenda esclavagiste et colonialiste et sa propre histoire. Mais c'est important de voir ce qui se fait ailleurs, de voir comment la blanchité s'exprime dans des territoires qui ne nous sont pas familiers, qui nous permet de voir qu'il y a des similitudes, même si bien qu'il y a des différences. Après, la critique que je peux faire, c'est que euh, bon, là, elle parle de souveraineté, mais elle parle aussi parfois d'identité. Et moi, ce qui a manqué dans ce livre, je dirais, c'est qu'il a manqué un chapitre, par exemple, sur l'assimilation des peuples aborigènes d'Australie à la culture blanche britannique et australienne. C'est-à-dire que euh, ces derniers bah, ne pratiquent peut-être pas forcément les croyances ancestrales. Est-ce qu'ils parlent encore leur langue? Est-ce qu'ils ont encore des prénoms aborigènes? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une résistance qui est à la fois et aussi culturelle? Ça, elle ne le mentionne pas, ce qui est dommage. Elle aurait pu le faire. Euh, Il n'y a pas aussi cette dimension de genre, mais elle a écrit un autre livre où elle aborde ce sujet, voilà. Mais voilà, c'est pas un livre qui est parfait, parce que voilà, la perfection n'existe pas, mais ça reste un excellent livre, et c'est vraiment le livre qui m'a marqué ces 6 derniers mois. Voilà, sachant que je lis beaucoup de livres, mais c'est un livre que j'ai vraiment apprécié et que je relis encore, parce que il est hyper intéressant, il est hyper pertinent. Et après, le petit bémol, c'est que c'est un ouvrage qui n'est pas traduit en français. Donc, il faut être
bilingue. Non, en tout cas, voilà, il faut comprendre l'anglais, mais voilà, il faut quand même avoir un bon niveau. Donc, après, c'est simple parce que c'est souvent les mêmes vocabulaires, les mêmes logiques. Et puis, des fois, il y a le traducteur. Vous pouvez traduire un mot ou la photo, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Mais voilà, moi, c'est un livre que j'aimerais voir traduit en français parce que je pense il peut permettre, pardon, oui, en français, parce que oui, je pense que ça peut intéresser les militants, les chercheurs, les étudiants et toute personne qui s'intéresse aux questions de colonialisme de peuplement, aux questions de la blanchité, aux questions du racisme et ainsi de suite. Après, moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que la bibliographie, elle est très variée. En fait, voilà, on sent que c'est une universitaire, qu'elle a travaillé son sujet. En fait, il y a une rigueur dans cet ouvrage et j'ai été frappée de voir ça en fait. Vraiment, si vous feuilletez la bibliographie, elle est complète. On découvre de nouvel auteur. On voit qu'elle maîtrise son sujet. Et je pense que c'est quelque chose qui revient souvent la concernant et qui revient souvent si on regarde un peu les avis qu'on trouve sur ce livre sur Google ou Amazon. Il est vraiment complet. Il, il fait pas, il fait moins de 200 pages. Moins de 200 pages. Donc faire un livre complet, méthodique, rigoureux en moins de 200 pages, je trouve que c'est quand même ouais, chapeau. Et en tout cas, moi j'ai apprécié. La bibliographie m'a permis de comprendre de découvrir pardon, de nouveaux auteurs. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle le livre The White Possessive Propriety, Power and Indigenous Sovereignty de Helen Moreton Robinson. Donc n'hésitez pas à vous le procurer en bibliothèque ou sur Amazon et il faut vraiment, vraiment le coup. J'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement, très rapidement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.